Merci d'être avec nous depuis ce matin. On vous pose cette question. La manifestation pour Adama Traoré est-elle justifiée? Pour l'instant, vous êtes en majorité à nous dire non à 75%. On en parle tout de suite. C'est le petit déjeuner de l'actu. Avec Elisabeth Lévy et Virginie Martin, on revient sur cette question, Patrick. Oui, c'est ça, absolument. Alors, vous pouvez voter sur l'ensemble des réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook aussi, avec beaucoup de commentaires. On y reviendra dans un instant. Et puis, on va regarder aussi quand même ce qui se passe aux États-Unis et si ça va se poursuivre, évidemment. On sera avec Yannick Merer, qui doit être avec nous, un politologue spécialiste des États-Unis, auteur du livre Le Monde d'Obama. Mais juste avant, quand même, Elisabeth et Virginie, est-ce que cette manifestation hier pour Adama Traoré était justifiée dans ce contexte? Elisabeth, peut-être, avec vous. Peut-être Virginie, non? Virginie, pardon. J'ai déjà parlé dans ma chronique. Voilà. je disais Elisabeth en pensant Virginie. Comme quoi, vous voyez. Voilà. Bon. On s'est compris. Bon, Virginie. Donc, du coup, ok. Écoutez, alors évidemment, on va tout de suite évoquer le contexte sanitaire, l'état d'urgence sanitaire, et forcément, c'est un gros argument pour dire que 20 000 personnes réunies en pleine crise, ce n'est pas évident. Bien entendu, maintenant, il y a quand même aussi quelque chose qu'il faudrait peut-être commencer à entendre, que ce soit en France, aux États-Unis. Il y a quand même un vrai problème, et en plus, toutes les études le montrent, avec des préjugés raciaux très forts. Et ça, c'est vraiment un problème. En 91, par exemple, et j'en parlais ce matin dans ma chronique justement, Rodney King, à Los Angeles, est tabassé par des policiers. Et à partir de là, il n'en meurt pas, mais ça a été filmé. Il y a eu un procès derrière. Le procès a complètement libéré entièrement la responsabilité des 3 policiers. Les 3 policiers n'ont pas été du tout inquiétés. Et on a l'impression, en fait, que cette impunité du côté des forces de police continue. C'est comme si ils étaient sourds, et si les autorités étaient sourdes à ce problème quand même de préjugés raciaux. Et il y en a. La police de Los Angeles, à partir de là, avait réagi, avait essayé de faire des formations sur les préjugés raciaux, justement. Donc il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est quand même étonnant que personne ne veuille entendre ça. Là, nous avons maintenant, depuis hier avant-hier, justement, les résultats de l'enquête indépendante à propos de la mort d'Adama Traoré, et on voit que des questions quand même se posent. Donc, je trouve étonnant, dans un pays qui devrait être responsable et raisonnable, que les États-Unis devraient l'être aussi d'ailleurs, que ces questions ne soient pas posées dans le calme, en tout cas, et que la police sort de là toujours sans problème, en pleine immunité, comme s'il ne se passait jamais rien de leur côté. Et ça, je trouve ça étonnant. Il y a une espèce d'immunité structurelle de la police, et personne n'entend rien. C'est l'histoire pareille de Camélia Jordana qui dit « j'ai peur », etc. C'est la même chose. Ouais. Et Castaner lui dit je vais presque... Et les flics portent plainte contre elle. Castaner dit on ne peut pas entendre ce genre de propos. C'est peut-être que ça existe à un moment. Oui. Elisabeth Lévy, en disant... bonjour, Virginie. Moi, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de rire, bien que le sujet soit grave. Non, le sujet ne mérite pas qu'on... Oui, mais j'ai quand même le droit de rire d'autres choses. Commencez pas tous à vous énerver. Et d'abord, laissez-moi dire ce que je veux. Ce qui me fait rire, c'est que Virginie vit dans un monde fantasmatique. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'on n'entend pas. Mais on n'entend que ça. Je veux dire, combien de matinales avons-nous fait sur les violences policières? Combien d'invités avez-vous reçus? Il y en a partout, tout le temps. Quand Camélia Jordana dit une sottise énorme, si vous voulez, tout le monde s'empare du débat. Je veux dire, il se trouve que, effectivement, il y a une chose qui est vraie, c'est que la majorité des Français sont en désaccord radical avec la lecture que Virginie fait de cela. Alors je propose, pour qu'on entende votre troisième invité, de laisser de côté la question américaine 2 secondes, c'est-à-dire plutôt de nous concentrer, parce que si vous voulez, sinon on va tout mélanger à mon avis. Oui, bien sûr. Étant entendu que de mon point de vue,
les situations sont extrêmement différentes. Je ne crois pas qu'il y ait un préjugé racial en France. Je ne le crois pas, mais vraiment, existentiellement, nous ne sommes pas comme cela. On a beaucoup rappelé à l'occasion cette semaine que quand les soldats américains noirs sont arrivés en France en 1917, il n'y avait pas le défenseur des droits, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas Libération, eh bien, je veux dire, ça a beaucoup énervé le commandement américain parce qu'il s'asseyait aux terrasses des cafés avec les blancs et avec les blanches. Donc, si vous voulez, en France, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas eu l'esclavage, il n'y a pas eu le Ku Klux Klan et il n'y a pas une tradition, si vous voulez, de préjugés raciaux. Il y a eu un peu d'esclavage quand même, en fait. Alors, maintenant, ce que si vous voulez, on ne peut pas, quand on parle de la police... Non, Virginie, je vous ai écouté. La période coloniale n'a pas existé. Bon, quand je vous ai écouté. La période coloniale n'a pas existé. Vous allez en revenir, France. Virginie. Oui, allez-y. La période coloniale et l'esclavage, ça n'est pas la même chose. Et cette confusion me semble extrêmement dangereuse. Si vous voulez, il n'y a pas eu, à part dans les colonies pendant un certain temps, mais il n'y a pas eu en France de culture de l'esclavage. Je veux dire, vous ne pouvez pas dire cela. Je veux dire, donc, il n'y a pas, si vous voulez, ça n'est pas, il n'y a pas eu ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous ne pouvez pas dire. Enfin, ça me paraît tellement évident maintenant. Si vous voulez, pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas en permanence, si vous voulez, prendre un discours pour argent comptant, qui est le discours en réalité d'une minorité, y compris parmi les enfants d'immigrés, si vous voulez, d'indigénistes, de décoloniaux, de gens qui veulent reconduire en permanence ce fantasme de la colonisation, si vous voulez, et vous ne pouvez pas mettre un signe d'égalité, si vous voulez, entre les délinquants et la police. Je veux dire, vous ne pouvez pas en permanence faire rejeter sur la police à chaque fois qu'il y a un problème. En réalité, c'est ça qu'on fait. On examine, parfois la police est responsable, comme quand on a entendu des insultes racistes il y a quelques semaines, mais là, si vous voulez, dans le cas d'Adama, je veux dire, on nous explique que c'est une enquête indépendante. Indépendante, ça veut dire privée en l'occurrence. Ça veut dire que la famille d'Adama a choisi des experts parce que les experts mandatés par 2 juges d'instruction, je veux dire, qui travaillent au nom du peuple français, ne convenaient pas à cette famille. Écoutez, je veux dire, ça suffit. Il faut aussi voir ce que la police vit dans les cités. Oui. Je veux dire, réponse avec vous, Virginie Martin. Je précise au passage que ce sont des gendarmes. Ce ne sont pas des policiers, mais même si évidemment ce sont les forces de l'ordre là, qui du coup sont stigmatisées. Oui. Virginie Martin. Oui, bon, c'est le discours habituel d'Elisabeth que je connais bien, avec lequel évidemment je suis en profond désaccord. Mais ce qu'il y a, c'est tout simplement, c'est pas juste les indigénistes ou les décoloniaux, etc., qui disent qu'il y a un problème avec la question justement des minorités donc venues d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord. Je veux dire, les larges études, et je suis en l'occurrence au cœur du sujet, puisque je suis sociologue et je travaille sur ces questions, on voit, et les grands chiffres à un moment donné ne mentent pas, on voit bien que les discriminations à l'encontre de ces populations sont quand même beaucoup plus fortes, si vous voulez, qu'à l'encontre des populations entre guillemets blanches. On le voit dans les CV, on le voit dans les embauches, on le voit dans les rémunérations, dans les hauteurs de rémunération, on le voit aussi dans les orientations à l'école, on le voit dans les orientations au lycée. Vous voyez, c'est toute une chaîne de vie en fait qui est compliquée, qui est plus tendue. Parce que effectivement, il y a quand même des préjugés qui jouent là-dessus. Aujourd'hui, quand vous envoyez un CV très concrètement d'un bac+5 à nom à consonance Afrique subsaharienne ou Afrique du Nord versus un nom à consonance entre guillemets occidentale européenne, les chances de succès sont divisées quand même par 3,5. C'est pas rien. Et derrière, les salaires à l'embauche ne seront encore pas les mêmes. Vous voyez, il y a toute une chaîne comme cela. Après, évidemment, dans des quartiers où c'est plus tendu, la police évidemment est aux prises avec de la délinquance, bien entendu, ça va sans dire, mais la police n'est pas censée être délinquante. C'est là que pose le problème. Quand la police, tout d'un coup, asphyxie des gens, là, c'est elle qui devient délinquante. Elle n'est pas censée faire ça. En l'occurrence, pour Adama Traoré, c'est parce que, je ne veux pas prendre parti dans un sens ou dans un autre, mais c'est parce qu'il fuyait, donc il a été rattrapé, ils l'ont plaqué au sol, et donc c'est là où intervient évidemment ce problème. Est-ce qu'il y a eu asphyxie, plaquage ventral Non mais attendez, d'abord, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Dans ce qu'il y a dans le dossier, c'est peut-être... Non, c'est parce qu'en réalité, il s'est à un moment...
il est entré dans un appartement, il s'est jeté au sol. Et en réalité, il a marché jusqu'à la voiture de police. Il a eu un malaise quelques minutes après. Donc, non, mais si on est sur les faits, il faut être sur les faits. Or, et moi, j'invite aussi tout le monde à faire attention parce que tout le monde prend pour argent comptant les foutaises, si vous voulez, que raconte Assa Traoré qu'il y a une entreprise d'extermination des enfants noirs dans nos banlieues. Hein. C'est quand même à peu près ça qu'elle dit. Tout le monde lui donne le micro pour dire ça et en réalité, si vous voulez, on prend pour argent comptant des choses qui sont des mensonges. Donc il faut quand même faire attention. Il faut faire attention. Maintenant, je voudrais juste dire un mot à Virginie pour lui donner raison sur un point. Il y a évidemment des discriminations. Je veux dire, ça existe et, excusez-moi, je veux dire, le problème chez nous, c'est pourquoi elle perdure pendant plusieurs générations. Parce qu'en gros, si vous voulez, l'immigration, c'est toujours, ça charrie toujours un peu ça partout. Hein. Je veux dire, quand les Juifs arrivent à New York, ils sont pas tout de suite reçus à Hollywood, si vous voulez, dans les années 20 et 30, ça commence toujours un peu comme ça. Le problème, c'est pourquoi ça perdure. Moi, ce que je prétends, si vous voulez, c'est qu'il y a des tas de raisons, mais que ces raisons ne sont pas le racisme de la société et des institutions françaises. Voilà, et bon, on pourrait en discuter longuement. Et je crois que la deuxième chose, je le dis très vite, si vous voulez, d'un point de vue aussi politique qui nous intéresse toutes les deux, si vous voulez, dire en permanence cela, d'abord c'est se moquer, c'est oublier tous ceux qui sont aujourd'hui, je veux dire, qui sont aujourd'hui devenus dans la société française exactement comme vous et moi, des sociologues, des journalistes, il y en a plein. Si vous voulez, arrêtons, c'est oublier tout cela et c'est enquister les gens dans l'idée qu'ils sont des victimes. Et c'est vrai. Bon, alors, on se penche... souvent aussi, juste un dernier mot, Patrick, quand on donne aussi un exemple ici ou là, c'est comme quand on dit les femmes n'ont plus de problème dans le monde. Regardez, il y a Christine Lagarde. Comme si Christine Lagarde représentait 4 milliards de femmes dans le monde. Donc c'est toujours un peu étrange de donner toujours l'exception qui va au contraire mais c'est pas des une exceptions, c'est ça que je veux vous dire. Ce sont des professeurs, ce sont des pharmaciens, ce sont des médecins, mais enfin c'est pas du tout des exceptions. Dans quel monde vivez-vous? C'est dingue. Il y a une ouverture et une progression quand même de plus en plus forte. Hein, mais ça, c'est vrai. Qui est plus difficile, mais qui existe. Bon, enfin. Alors, voyons du côté des États-Unis, est-ce que ces affrontements risquent de se durcir ou pas? Et puis la politique menée par Trump avec Yannick Mireur, politologue spécialiste des États-Unis. Merci d'avoir patienté quelques minutes en écoutant ce débat qui reflète un petit peu bien sûr aussi ce qui se passe, mais à une autre échelle en fait aux États-Unis, Yannick Mireur. Ah, écoutez, on a toujours l'habitude, je me rappelle lorsque Barack Obama avait été le président des États-Unis, on m'avait posé la question de savoir quand est-ce qu'on aura un noir président en France. Ça trahit une vaste ignorance des différences entre nos deux pays qui viennent d'ailleurs d'être évoquées. J'ai écouté un petit peu votre conversation tout à l'heure, notamment sur la question de l'esclavage et de la position de la communauté spécifiquement noire aux États-Unis, la grande différence entre l'histoire du pays américain et la nôtre. Épisode colonial inclus évidemment. Donc je serais très prudent sur les parallèles entre les deux, particulièrement lorsqu'on essaie de nous faire voir qu'il y a un parallèle entre George Floyd d'un côté et les manifestations qui ont eu lieu hier dans la région parisienne. Je pense que ce sont des choses tout à fait différentes, même si en apparence on peut dresser des parallèles, mais qui ne tiennent pas l'analyse. Sur les États-Unis, puisque vous m'invitez pour répondre les États-Unis, c'est difficile évidemment de prévoir quel sera le tour des événements. Ce sont des événements qui deviennent de plus en plus graves à mesure que les jours qui passent et qui se comparent pour le coup, eux, à une autre épisode de l'histoire américaine, c'est-à-dire la violence des années 60 et la profondeur du clivage dans la société américaine autour des droits civils, au fond, et de la communauté noire américaine à cette époque-là, qui était la référence, si on peut dire, à l'envers, c'est-à-dire d'un épisode très violent et de forte polarisation, une forte division culturelle dans la société américaine. Donc, on s'approche de ça. La personnalité du président américain, évidemment, n'arrange pas les choses parce qu'elle met de l'huile sur le feu, avec un œil sur les élections présidentielles, d'une part, plutôt qu'un discours qui devrait être celui d'un chef d'État. Je vous réfère aux déclarations qu'a fait, par exemple, le président Obama, qui sont beaucoup plus construites, cérébrales, si je peux dire, et beaucoup moins sanguines et incendiaires que celles du président américain. Mais là, c'est vrai, Yannick Mireur, on a l'impression que la présidentielle déjà américaine, entre guillemets, mais se joue et est exploité un peu dans la rue entre Trump qui finalement pour se renforcer dénonce du terrorisme intérieur et puis au milieu des manifestations qui étaient légitimes sur la mort de George Floyd, une forme d'exploitation aussi de l'autre camp et puis même on parle aussi évidemment de beaucoup plus d'anarchistes etc. qui se joignent aux manifestants.
non ? Oui, oui, tout à fait. Le drame d'ailleurs avec la réaction présidentielle, c'est qu'il est parfaitement légitime de vouloir restaurer la loi et l'ordre, de faire intervenir les forces de police. Espère-t-on pas nécessaire des forces armées, simplement la garde nationale, c'est-à-dire la réserve militaire, des gens civils qui sont des officiers ou des soldats de réserve à travers le pays, aux mains des États et non pas du pouvoir fédéral. Rétablir la loi et l'ordre et dire clairement que tout ce qui est des saccages, c'est la même chose qu'on voit chez nous lorsqu'il y a des manifestations très fortes parfois. Une chose qui d'ailleurs porte préjudice à la cause portée par une majorité de manifestants pacifiques. Oui. C'est le sujet. Le problème avec Trump, évidemment, c'est qu'il tape plutôt d'un côté, c'est-à-dire en asseyant sa base électorale sur le message de la loi et l'ordre, sans dire qu'il y a aussi une légitimité aux manifestations lorsqu'elles sont pacifiques, parce qu'il y a un problème, c'est là que je voulais en venir, aux États-Unis, on focalise beaucoup sur le thème purement racial. Il y a une part de la violence aux États-Unis, c'est un pays où il y a, comme vous le savez, la liberté du port d'armes, c'est une toile de fond que nous ne connaissons pas du tout, nous. Donc vous avez beaucoup plus de chances, lorsque vous êtes policier, que vous intervenez, de ne pas rentrer chez vous le soir, ou peut-être de prendre une balle, même si elle n'est pas mortelle, dans la journée, que ça n'arrive dans les pays européens ou ailleurs d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Donc il y a cette particularité-là, vous êtes particulièrement actif sans doute, et donc ça crée un contexte propice aux bavures, si je veux dire. Alors, vous avez aussi, c'est vrai, je pense qu'elle est minoritaire, très minoritaire, mais vous avez aussi évidemment, c'était le cas du policier qui est intervenu sur Monsieur Floyd, parce qu'il avait déjà un track record, c'est-à-dire une histoire lui-même personnelle dans son activité policier assez douteuse. Bon, évidemment, vous avez des singularités dans tous les métiers. Sur un chirurgien qui est peut-être un peu audacieux au risque du patient qui est sur la table. Bon, ça peut arriver dans n'importe quelle situation. Bon, ça, c'est un cas particulier. Mais il y a cette dimension. Au-delà de la liberté des programmes, vous avez cette dimension du racisme aux États-Unis. Mais le problème ne devrait pas être limité à cela, et les interventions d'ailleurs des sportifs américains, parce que je n'ai pas du tout compris ceux qui n'étaient même pas américains, je ne vois pas en quoi ça les concerne, qui sont intervenus récemment, parce que ça focalise uniquement là-dessus, alors que le problème est beaucoup plus large. Et beaucoup plus vaste. Pour résumer, il est sur 3 points. On a déjà cité un. Le premier concerne spécifiquement la communauté noire américaine, c'est-à-dire sa marginalisation sociale qui s'explique historiquement et qui est un vrai sujet, que n'a pas résolu par exemple des décennies de discrimination positive, notamment aux universités par exemple. Ça a permis quand même de créer, de faciliter l'émergence d'une élite et d'une classe moyenne noire aux États-Unis qui est substantielle. Ça, c'est le premier point. Et les deux autres points ? Le deuxième point, c'est la liberté du port d'armes, le deuxième amendement. C'est vrai. Lorsqu'il y a des attaques dans d'autres circonstances par des gens qui ne sont pas de couleur. Et c'est pas une question de et troisième point, Yannick Merer. Oui, pour finir, le troisième point, c'est tout le grand sujet que nous ne connaissons pas, nous, c'est la codification de l'action policière. Il y a une tonne de livres sur ces sujets, beaucoup de controverses, de juridiques très forts. La suprême elle-même s'en mêle sur comment exercer le métier de policier aux États-Unis. Aux États-Unis. Merci Yannick Merer, avec quelques petites difficultés de liaison. Dans un instant, on revient aussi avec Elisabeth Lévy, Virginie Martin. Plus calme, on va s'installer à une terrasse en fait de café en restaurant. Je sais que beaucoup en ont envie évidemment. Et on discute